Les terres des peuples autochtones ont fourni à la conservation du monde entier plusieurs écosystèmes parmi les plus intacts et biologiquement riches. Une grande partie des territoires autochtones sont maintenant des parcs nationaux ou d'autres types d'aires protégées dédiés à la conservation à long terme de la biodiversité. Bien que la valeur de cet apport à la conservation soit inestimable, les coûts en lien à cette contribution ont été élevés pour les peuples autochtones. En effet, l'implantation des réserves naturelles inhabitées a forcé le déplacement de nombreux peuples, souvent sans compensation. D'autres sont parvenus à rester sur leurs terres, mais ont été privés d'autonomie gouvernementale, de l'accès aux ressources de subsistance et du maintien de leurs pratiques culturelles, incluant leur solidarité sociale ainsi que les relations avec leur territoire. C'est pourquoi de nombreux peuples autochtones perçoivent les aires protégées comme une menace et une violation des droits de l'homme. Pour ce qui est du territoire d'enjeu, l'aire protégée à l'étude se situe au sud-ouest sur le territoire du nord-ouest du Canada. Plus précisément, celle-ci se trouve sur le territoire traditionnel du Déco. Elle protège les eaux de la majeure partie du bassin versant de cette région, en plus de sécuriser la chasse pour la communauté qui y vit. Cette aire protégée de 14 218 km², ce qui correspond à 2 fois la superficie du parc national de Banff, possède un écosystème unique et diversifié. Les vastes forêts boréales ainsi que les nombreux milieux humides font de ce territoire un endroit propice pour la faune et la flore. Plusieurs animaux nordiques, tels que les caribous et bisons des bois, y vivent et font les parfaites proies pour les nombreux chasseurs autochtones de la région. Également, on peut y trouver de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. De plus, cet écosystème se sépare en 3 écorégions, soit le plateau Horn, les basses terres de Hay River et les plaines du Grand Lac des Esclaves. Ces 3 écorégions regroupent 73 familles de plantes vasculaires, soit 537 espèces, et 200 espèces de plantes supérieures indigènes. Pour continuer, en quoi cette aire protégée se différencie des autres? Eh bien, il s'agit de la première aire protégée autochtone désignée au Canada à titre de volet du patrimoine naturel lors du budget canadien de 2018. D'ailleurs, ce même budget avait prévu un investissement de 500 millions de dollars fourni par le Fonds de la nature du Canada lors des premières années pour voir à l'établissement et la bonne gestion de ce territoire. Pour ce qui est de la communauté qui habite cette région, ce sont les Dénés, qui constituent un groupe culturel et linguistique large parmi lesquels plusieurs communautés du nord du Canada et de l'Alaska jusqu'au sud-ouest des États-Unis appartiennent. Le terme Déné, qui signifie les gens, désigne plusieurs Premières Nations. En effet, 27 430 personnes en 2016 ont déclaré avoir une ascendance Déné. Le Déné, une langue atapascane, est un aspect important de la riche culture de ces nations. On compte approximativement 28 langues atapascanes parlées dans le nord du Canada. Au travers du pays, les nations Déné participent à différents programmes orientés sur la santé et l'éducation des Autochtones, sur le développement communautaire et sur les enjeux concernant les terres et les ressources. Malheureusement, certaines langues Déné sont considérées en voie de disparition. L'instauration de l'aire protégée Edési favorisera la présence des Dénés du Déco, ainsi que la conservation de la langue et d'autres éléments importants de la culture de cette nation. Parlons maintenant un peu du processus de mise en place d'une aire protégée. Elle est principalement séparée en 5 étapes. La première étape sert à évaluer l'état du réseau d'aires protégées existant en fonction de la représentativité de la diversité biologique en se basant sur un cadre écologique de référence par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'identification des territoires d'intérêt aptes à compléter le réseau en incluant généralement des propositions locales et régionales. Ensuite, la troisième étape, c'est l'analyse socio-économique réalisée des territoires d'intérêt pour évaluer les répercussions. Donc, l'analyse tient compte des titres miniers, des potentiels hydroélectriques, ainsi que les droits d'exploitation forestière, les détenteurs de baux, etc. Pour continuer, la quatrième étape, c'est dresser un plan de conservation de cette aire en vue d'en faire une aire protégée, donc un statut provisoire de protection. Finalement, la dernière étape, c'est la consultation du BAP, qui est le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc, c'est avant le statut officiel qu'on va donner à l'aire protégée. Pour ce qui est du contexte habituel d'implantation des aires protégées, la création de celles-ci a un but premier intéressant et pertinent,
Mais dans le passé, certains accords avec les Autochtones qui occupaient ces territoires maintenant protégés n'ont pas été respectés ou des actions ne respectant pas leurs droits ont été posées. Par exemple, certains parcs et aires protégées ont été constitués sans le consentement des peuples autochtones et certaines personnes ont été expropriées de leurs terres ou ont vu leurs droits de chasse et de pêche bafoués. Plusieurs actions n'ont pas respecté le lien que les Autochtones ont avec la nature et leur territoire depuis des millénaires. Comme par exemple la Première Nation Kiseko-Winin lorsque le parc national du mont Riding a été créé au Manitoba en 1933. Une telle pratique a 3 conséquences néfastes à l'objectif de conservation du territoire, soit premièrement la perte de la garde et du soin des peuples autochtones de territoires qui ont longtemps été des paysages culturels et des écosystèmes culturellement façonnés. Deuxièmement, la perte de leur surveillance et de leur défense des écosystèmes contre la colonisation destructrice de l'environnement, les industries extractives et le développement d'infrastructures à grande échelle. Et finalement, la dépendance aux autorités étatiques pour la protection, l'entretien et la restauration des écosystèmes des aires protégées et de la biodiversité, alors que ces autorités manquent souvent les ressources ou de la volonté politique nécessaire à l'atteinte de ces résultats. Ensuite, pour continuer sur le contexte habituel d'implantation des aires protégées, en 1988 et 2000, les modifications législatives apportées à la loi sur les parcs nationaux du Canada ont permis aux chasseurs autochtones de chasser des espèces sauvages dans certains parcs nationaux, dont la grande majorité se trouve dans le nord du Canada. Ces changements y ont entraîné un nouveau modèle de gestion des parcs nationaux propre au nord du Canada. En conséquence, la présence d'Autochtones n'est donc plus considérée comme une nuisance au mandat de préservation des parcs nationaux de la région. Ainsi, les parcs et les aires protégées sont devenus moins sujets d'expropriation pour les chasseurs autochtones et constituent même un outil précieux utilisé pour préserver l'habitat faunique et les terrains de chasse, et ce, à l'abri de l'empiètement du développement industriel. Conséquemment, les organisations politiques d'Aînés et Inuits ont pris l'initiative de créer des parcs nationaux dans le Nord grâce au processus de revendication territoriale globale. Maintenant, parlons un peu du contexte d'implantation d'Edésie. L'aire protégée d'Edésie est la toute première aire protégée autochtone du Canada. Créer des aires protégées autochtones avec le consentement et la participation des communautés touchées par le projet allait porter fruit. Cette recommandation a ressorti lors du Cercle autochtone d'experts publié en 2018. En effet, le projet a été nommé Déco-Kéodi, ce qui signifie prendre soin du déco dans la langue des données du déco. Il a été initié par cette même communauté dans le but de protéger une partie de son territoire ancestral, les habitats ainsi que la faune. De plus, cette communauté a été consultée par Environnement et Changement climatique Canada afin de désigner officiellement cette aire comme réserve nationale de faune d'ici 2020. Il ne s'agit donc pas seulement de la définir comme aire protégée, mais également d'aller plus loin en termes de conservation et de protection. Cela leur permettra d'avoir un meilleur soutien pour atteindre les résultats de conservation des espèces sauvages et de leur habitat. De plus, la communauté autochtone a été consultée dès le début du projet et invitée à participer à toutes les étapes et sera également responsable de patrouiller, d'encadrer les projets de recherche et de favoriser le mentorat des jeunes dans l'aire protégée autochtone. Les décisions en rapport avec cette aire protégée seront prises par une communauté constituée de représentants de la communauté d'Éco, ainsi que le gouvernement du Canada. Prenons maintenant le temps de comparer la mise en place d'aires protégées allochtones et autochtones. Alors, la création de l'aire protégée du mont Riding a été choisie au détriment de celle de la rivière Whiteshell, puisque celle du mont Riding est plus accessible par les routes et à cheval. Aussi, de nombreux troupeaux de wapitis y vivaient et leur protection était de mise. Il ne faut pas oublier aussi la Grande Dépression de 1930 qui a grandement accéléré l'aménagement de cette aire protégée. C'est d'ailleurs en 1933 qu'elle a vu le jour. Étant donné la vitesse d'exécution du projet, les communautés autochtones ont été laissées un peu de côté lors de la mise en place de ce parc. Les chasseurs autochtones des territoires du Nord-Ouest ont fait face à des restrictions concernant leur territoire de chasse dans l'implantation d'aires protégées. En 1922, lorsque le gouvernement a créé le parc national Wood Buffalo, les responsables fédéraux ont accepté de permettre aux Autochtones visés par un traité qui avait traditionnellement chassé et piégé dans le parc de poursuivre leurs activités, sous condition par exemple du respect d'une liste complète des règlements sur la faune,
comprenant une interdiction absolue de la chasse aux bisons. Cependant, ces responsables ont expulsé les chasseurs métis du parc, qui n'étaient pas sur le traité ou qui n'ont pas été en mesure de prouver qu'ils occupaient le territoire depuis longtemps. Quelques années plus tard, en 1927, le gouvernement fédéral a modifié cette approche en bannissant tous les chasseurs autochtones et allochtones de la Telan Game Sanctuary lors de sa création dans le but de protéger les troupeaux de bœufs musqués. Cette expulsion concernait principalement des trappeurs Chipewyan qui travaillaient loin des grands axes de concentration de bœufs musqués. Ainsi, ces deux parcs ont été établis sans la consultation des communautés autochtones. Au cours des négociations pour la loi concernant l'accord sur la revendication territoriale du Nunavut, les représentants inuits ont préconisé l'achèvement du réseau de parcs dans la région, ou la mise de côté d'un parc national dans chaque région naturelle désignée par le gouvernement fédéral au Nunavut, mais des objections axées sur le développement de la part des ministères fédéraux, en particulier le ministère des Affaires autochtones et du Nord canadien et Ressources naturelles Canada, ont plutôt mené à la promesse de 3 parcs nationaux au Nunavut. Depuis, le gouvernement fédéral a désigné les réserves Oyutsuk et Kutsinirpak comme des parcs nationaux à part entière et a créé 2 nouveaux parcs nationaux au Nunavut, soit Sirmilik en 1999 et Ukusiksalik en 2003. Dans tous ces cas, le processus de règlement sur les revendications territoriales comprenait des accords sur les répercussions et les avantages avec les collectivités locales entourant les parcs ainsi que des dispositions pour la planification et la gestion conjointe via des conseils et des communautés comprenant une représentation autochtone. Aussi, des communautés consultatives similaires ont également été mises en place dans des parcs moins récents tels que Wood Buffalo, Kluane et Oyutsuk dans le cadre du règlement sur les revendications territoriales et même de façon ponctuelle. Les collectivités autochtones des territoires du Nord-Ouest ont également pris l'initiative de mettre en place des stratégies d'aires protégées dans leur région locale dans le cadre d'une stratégie de planification des parcs territoriaux. D'autres aires protégées canadiennes ont été établies dans un contexte impliquant les peuples autochtones. C'est le cas de l'aire protégée PPUQ en Colombie-Britannique, récemment établie à proximité des aires Laxton et Cerise Creek, dans le but de soutenir les activités traditionnelles d'utilisation des terres autochtones et protéger les sites culturels. PPUQ est un domaine culturellement important pour la collecte de ressources, l'histoire et l'éducation pour les nations Lil'wat et Statimk. Sa protection contribue à respecter les engagements dans les accords d'aménagement du territoire et garantit que la forêt sera maintenue afin de protéger leurs valeurs culturelles. La désignation de PPUQ comme aire protégée, qui comprend un total de 864 hectares de forêt ancienne et d'écosystèmes sensibles, garantit l'utilisation continue et traditionnelle des ressources du patrimoine culture par les nations Lil'wat et Statimk. Par exemple, la cueillette de plantes sauvages à des fins de nourriture ou des médicaments botaniques sera maintenue et inaffectée par le développement. Un autre exemple est la création du parc national Ivavik et le parc national Vuntut au Yukon, ont été établis dans les 2 cas pour protéger les terrains de chasse traditionnels et l'aire de répartition hivernale du troupeau de caribous de la rivière Porcupine. En ce moment, l'implication des peuples autochtones est recherchée dans des projets en cours. C'est le cas du projet Masco-Simacanic-Aski en Mauricie, qui a pour objectif de mettre en place la première aire protégée gérée par les Atikamekw. Ce projet a pour viser la valorisation de la culture atikamekw, la transmission du savoir et une ouverture sur le tourisme durable. On reconnaît ici la nécessité d'une implication formelle des Atikamekw dans l'établissement d'un plan de conservation des aires protégées sur le territoire ancestral du Nitaskinan. La conception singulière des Atikamekw pour la conservation du territoire représente non seulement un atout pour assurer la qualité des écosystèmes, mais également une condition essentielle à l'autogestion, la souveraineté et le bien-être des communautés. Ce projet représente donc une opportunité d'associer la culture et l'environnement dans l'application des principes de développement durable. En quelques mots, les aires protégées sont de plus en plus nombreuses sur le vaste territoire canadien. Elles ont pour but de protéger et maintenir la biodiversité, mais aussi les différentes cultures des communautés autochtones. En effet, l'aire protégée Edésie a été un excellent point de départ pour obtenir de bons résultats
autant économiquement mais socialement avec les communautés. D'ailleurs, le Cercle autochtone d'experts, le Comité consultatif national et le Comité directeur national souhaitent voir une conservation du territoire à l'aide d'aires protégées grimper à 17% d'ici la fin de l'année 2020.